Je me souviens du jour de notre mariage comme si c'était hier. Le soleil brillait et tout semblait parfait, comme si le monde lui-même avait fait une pause pour célébrer notre amour. Nous étions jeunes, pleins de rêves et impatients de construire une vie ensemble. Notre amour était de celui qui vous fait croire aux contes de fées, celui qui vous fait sentir invincible. Au début, la vie était belle. Nous avons emménagé dans un petit appartement confortable en ville, décoré de meubles dépareillés et de l'enthousiasme que seuls les jeunes mariés peuvent avoir. Nous travaillions tous les deux, et bien que nous n'ayons pas grand-chose, nous nous avions l'un l'autre, et cela semblait suffisant. J'étais amoureuse de mon mari, et chaque jour était une nouvelle aventure. Mais comme on dit, la vie est ce qui arrive quand on est occupé à faire d'autres projets. Les premières fissures dans notre vie parfaite sont apparues lorsque mon mari a perdu son travail. Ce n'était pas de sa faute. On parlait de restructuration, mais cela ne rendait pas la pilule plus facile à avaler. Il est tombé dans une profonde dépression, et j'étais là, essayant de tout maintenir à flot. J'ai pris des heures supplémentaires au travail, essayant de nous faire tenir à flot. Mais la pression d'être la seule source de revenus commençait à me peser. Notre maison, autrefois remplie de rire et d'amour, commençait à ressembler à une prison. Mon mari se refermait sur lui-même, ne me parlant presque plus, et quand il le faisait, c'était pour exprimer sa frustration et sa colère. J'essayais d'être patiente, de comprendre, mais c'était difficile. L'homme que j'avais épousé disparaissait sous mes yeux, et je me sentais impuissante. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir de plus en plus isolée. Je restais éveillée la nuit, fixant le plafond, me demandant où tout avait mal tourné. Mon mari me manquait, l'homme qui me faisait rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Mais maintenant, tout ce qui restait était un étranger à mes côtés, et je commençais à douter que notre amour soit assez fort pour survivre à cette épreuve. C'est à cette époque que mon mari a suggéré que son beau-fils vienne vivre avec nous. Il avait un fils d'un mariage précédent, un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui avait toujours été un peu mystérieux pour moi. Mon mari et son fils avaient une relation complexe, marquée par de longues périodes de silence et des tentatives maladroites de connexion. Mais au vu de la situation, mon mari pensait que ce serait une bonne idée de l'avoir à la maison. Peut-être que cela aiderait, disait-il. Au début, j'étais réticente. Notre relation était déjà tendue, et ajouter une autre personne dans l'équation semblait risqué. Mais mon mari était insistant, et j'ai fini par céder. Je me disais que peut-être cela aiderait. Peut-être qu'avoir quelqu'un d'autre à la maison allégerait un peu la pression. Je ne savais pas encore que cette décision allait déclencher une série d'événements qui allaient changer nos vies à jamais. Quand il est arrivé, il était clair que cela n'allait pas être facile. La tension entre mon mari et son beau-fils, Adrien, était palpable. Une histoire non dite flottant dans l'air. Je voyais l'embarras dans leurs interactions, les tentatives maladroites de conversation qui ne semblaient jamais naturelles. Adrien, malgré la tension entre lui et mon mari, était étonnamment facile à vivre. Il avait une présence calme et rassurante, le genre de présence qui vous met à l'aise sans même essayer. Il était poli, serviable dans la maison, et semblait vraiment reconnaissant d'avoir un endroit où vivre. Je me suis surprise à apprécier sa compagnie plus que je ne l'aurais imaginé. Au fil des semaines, la dynamique dans notre foyer a commencé à changer. Mon mari, toujours perdu dans son monde, passait la plupart de son temps devant la télé ou à dormir. Adrien et moi, en revanche, avons commencé à tisser un lien. Cela a commencé par de petites choses, partager un café le matin, discuter de nos journées le soir, mais bientôt, ces petits moments sont devenus quelque chose que j'attendais avec impatience. Il y avait une gentillesse en Adrien que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Il écoutait vraiment quand je parlais, dans un sens que mon mari n'avait plus depuis des mois. Il me demandait comment s'était passée ma journée,
remarquait quand j'étais fatiguée et proposait de m'aider avec les tâches ménagères sans que j'aie besoin de demander. C'était rafraîchissant et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vue. Mais à mesure que notre connexion se renforçait, la culpabilité grandissait. Je savais que ce n'était pas juste de ressentir cela pour Adrien. Il était le beau-fils de mon mari et j'étais mariée. Mais plus nous passions de temps ensemble, plus il devenait difficile d'ignorer l'attirance qui se développait entre nous. Ce n'était pas seulement physique, bien que cela en faisait partie. C'était émotionnel. Il me faisait sentir comprise, valorisée, quelque chose que je cherchais depuis si longtemps. Un soir, après une journée particulièrement difficile au travail, je suis rentrée pour trouver Adrien dans la cuisine, préparant le dîner. Mon mari était sorti. Il avait commencé à fréquenter le bar plus souvent, quelque chose que je préférais ne pas trop analyser. Adrien m'a accueillie avec un sourire chaleureux et sincère qui m'a fait battre le cœur un peu plus vite. Je me suis dit que tu avais besoin de souffler un peu, a-t-il dit en me tendant un verre de vin. J'ai pris le verre, nos doigts se touchant brièvement. C'était un geste si petit, si innocent, mais il m'a électrisée. J'ai essayé de l'ignorer, de réprimer les sentiments qui montaient en moi, mais c'était inutile. Ce soir-là, alors que nous étions assis ensemble à la table de la cuisine, parlant et riant autour du dîner, j'ai senti quelque chose changer entre nous. Il y a eu un moment, juste une seconde fugace, où nos regards se sont croisés, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui reflétait mes propres sentiments. C'était du désir, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, une connexion, une compréhension partagée de la solitude que nous ressentions tous les deux. Je savais que je jouais avec le feu, mais je ne pouvais pas me résoudre à reculer. Je me disais que c'était inoffensif, que nous étions juste deux personnes trouvant du réconfort dans la compagnie l'un de l'autre. Mais, au fond de moi, je savais que c'était bien plus que cela. Et alors que je m'allongeais dans mon lit cette nuit-là, écoutant mon mari ronfler à côté de moi, je ne pouvais m'empêcher de penser à Adrien, à la façon dont il me faisait me sentir vivante à nouveau. La frontière entre amitié et quelque chose de plus s'estompe, et je perds le contrôle. C'est arrivé lentement, presque imperceptiblement au début. Des conversations plus longues, des regards plus insistants, une touche qui durait un peu trop longtemps. Mais ensuite, une nuit, tout a changé. Il était tard, et mon mari était encore sorti, nous laissant, Adrien et moi, seuls dans la maison. Nous étions assis sur le canapé, regardant un film, bien que je ne puisse pas dire de quoi il s'agissait. Mon esprit était ailleurs, mes pensées embrouillées par le tourbillon d'émotions que j'avais tant essayé de nier. À la fin du film, je me suis tournée vers Adrien, avec l'intention de dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser la tension qui s'était installée entre nous. Mais avant que je puisse parler, il s'est penché et m'a embrassée. C'était doux, hésitant, comme s'il me donnait la chance de me retirer. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je l'ai embrassé en retour, mon cœur battant la chamade. À ce moment-là, toute la culpabilité, toutes les raisons pour lesquelles c'était mal, se sont évaporées. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point j'avais besoin de cela, de lui. Ce n'était pas seulement une question d'attirance physique, bien que cela en fasse partie. C'était à propos de la connexion que nous avions formée, de la façon dont il me faisait me sentir comprise, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Nous avons passé la nuit ensemble, et c'était tout ce que j'avais imaginé. Mais au matin, la culpabilité est revenue. J'étais là, allongée, fixant le plafond, la réalité s'abattant sur moi. Qu'avais-je fait? Comment avais-je pu laisser cela se produire? Adrien s'est réveillé à côté de moi, et quand nos yeux se sont croisés, j'ai vu le même mélange d'émotions dans son regard, du désir, de la culpabilité et quelque chose d'autre,
quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. On n'aurait pas dû faire ça, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour lui. Je sais, a-t-il répondu, sa voix lourde de regret. Mais on ne peut pas revenir en arrière maintenant. J'ai hoché la tête, mon esprit s'emballant. Et maintenant? Comment pourrions-nous revenir en arrière? Mais même en y pensant, je savais que c'était impossible. La ligne avait été franchie et il n'y avait plus de retour en arrière. Au cours des jours suivants, j'ai essayé de prendre mes distances avec Adrien, de mettre de l'espace entre nous. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Nous vivions toujours sous le même toit, et chaque fois que je le voyais, je ressentais la même attirance, la même connexion indéniable. Et aussi difficile que cela puisse être de l'admettre, une partie de moi ne voulait pas arrêter. Mais la culpabilité me rongeait, et il était seulement une question de temps avant que tout ne s'effondre. Je ne savais juste pas comment ni quand. Il n'a pas fallu longtemps pour que mon mari commence à remarquer le changement. Il n'était pas aveugle, et bien qu'il ait été distant, il me connaissait assez bien pour sentir que quelque chose n'allait pas. Je pouvais le voir dans la façon dont il me regardait, le soupçon grandissant dans ses yeux. Mais il ne disait rien, pas tout de suite. Peut-être qu'il ne voulait pas y croire, ou peut-être qu'il était trop perdu dans sa propre misère pour le confronter. Mais un soir, après une autre longue journée de travail, je suis rentrée à la maison pour le trouver assis à la table de la cuisine, une bouteille de whisky à moitié vide devant lui. Le regard sur son visage m'a tout dit. Il savait. Mon cœur s'est serré et une vague de peur glacée m'a envahi. « Il faut qu'on parle, » dit-il, sa voix éraillée mais tranchante. Je me suis assise en face de lui, les mains tremblantes. « De quoi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il prit une autre gorgée de whisky, ses yeux ne quittant jamais les miens. Finalement, il parla, sa voix basse et remplie d'une colère sourde qui me faisait plus peur que s'il avait crié. « Je sais qu'il se passe quelque chose entre toi et Adrien. » J'ouvris la bouche pour nier, pour mentir, mais les mots ne vinrent pas. Au lieu de cela, je restais là, silencieuse, mon cœur battant la chamade. « Tu me prends pour un idiot ?» continua-t-il, sa voix montant d'un cran. « Tu crois que je n'ai pas remarqué la façon dont tu le regardes? La façon dont tu m'évites? Je suis peut-être déprimée, mais je ne suis pas aveugle. » Des larmes me montèrent aux yeux, et je baissai les yeux sur la table, incapable de soutenir son regard. « Je suis désolée, » murmurai-je, mais même à mes oreilles, les mots sonnaient creux. « Désolée ?» répéta-t-il en riant amèrement. « C'est tout ce que tu as à dire? Désolée ?» Je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Je ne l'avais jamais vu comme ça, et je réalisais, avec un sentiment de désespoir grandissant, que j'avais sous-estimé la profondeur de ses sentiments, l'étendue des dégâts que j'avais causés. « Je te faisais confiance, » dit-il, sa voix se brisant. « Je te faisais confiance, et tu m'as trahi. » La douleur dans sa voix me transperça comme un couteau, et je sentis une vague de honte et de regret s'abattre sur moi. J'avais fait cela, et maintenant je devais en affronter les conséquences. Il se leva, renversant la chaise dans le processus, et pendant un moment, je pensais qu'il allait partir. Mais il se retourna vers moi, son visage déformé par la colère et la douleur. « Je veux qu'il parte, » dit-il, sa voix glaciale. « Je veux qu'il sorte de cette maison, qu'il sorte de nos vies. Et si tu tiens à sauver ce qui reste de notre mariage, tu feras ce que je te dis. » Je hochai la tête, incapable de parler. Que pouvais-je faire d'autre? J'avais déjà détruit tant de choses, et maintenant, tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de ramasser les morceaux. Cette nuit-là, j'ai dit à Adrien qu'il devait partir. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Il n'a pas discuté, n'a pas essayé de me convaincre du contraire. Il a simplement hoché la tête, un regard de profonde tristesse dans les yeux, et a fait ses bagages. Alors qu'il franchissait la porte,
Je ressentis une perte si intense qu'elle me coupa le souffle. Mais je savais que c'était la fin, le seul moyen de sauver ce qui restait de mon mariage. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Les jours qui ont suivi, la maison était étrangement silencieuse. Mon mari et moi ne parlions que lorsque c'était nécessaire. Nos conversations étaient brèves et dénuées de toute émotion réelle. C'était comme si nous avions tous les deux peur de reconnaître la réalité de ce qui s'était passé, peur que cela ne brise la fragile trêve que nous avions réussi à instaurer. Je me suis jetée dans le travail, essayant de me distraire du vide qui semblait avoir envahi ma vie. Mais peu importe combien je travaillais, je ne pouvais m'empêcher de penser à Adrien. Il me manquait plus que je ne voulais l'admettre. Me manquait la façon dont il me faisait me sentir. Me manquait la connexion que nous avions partagée. Mais j'avais fait mon choix. Et maintenant, je devais vivre avec. Un soir, environ une semaine après le départ d'Adrien, je suis rentrée à la maison pour trouver mon mari qui m'attendait dans le salon. Il avait cette même bouteille de whisky devant lui, mais cette fois, il n'y avait pas touché. « Il faut qu'on parle », dit-il, répétant les mots qu'il avait prononcés cette nuit-là dans la cuisine. Je hochai la tête, le cœur lourd. Je savais que cette conversation allait arriver, mais cela ne la rendait pas plus facile. Il me fit signe de m'asseoir, et je le fis, mes mains se tordant nerveusement dans mon giron. « J'ai beaucoup réfléchi », commença-t-il, sa voix étonnamment calme. « À nous, à tout ce qui s'est passé. » Je hochai de nouveau la tête, ne me fiant pas à ma voix. « Je ne sais pas si on peut revenir de tout ça, » continua-t-il, les yeux fixés au sol. « Mais je suis prêt à essayer si tu l'es. » Je le regardai, surprise. « Tu veux essayer ?» Il hocha la tête. « Je t'aime toujours, » dit-il simplement. « Malgré tout, je t'aime toujours. Et je veux croire qu'on peut surmonter ça, qu'on peut se retrouver. » Des larmes me montèrent aux yeux, et je sentis une vague d'espoir. Peut-être qu'on pouvait réparer tout ça, peut-être qu'on pouvait reconstruire ce qu'on avait perdu. Mais ensuite, il dit quelque chose qui me prit au dépourvu. « J'ai aussi parlé à quelqu'un, » dit-il, sa voix hésitante. « Une femme que j'ai rencontrée au bar. Il ne s'est rien passé, » ajouta-t-il rapidement en voyant l'expression sur mon visage. « Mais on a discuté et elle m'a aidé à traverser tout ça. » Je le regardais, essayant de comprendre ce qu'il disait. Il avait trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un à qui se confier, sur qui s'appuyer. Et même s'il ne s'était rien passé, cela ressemblait à une trahison, comme s'il avançait sans moi. « J'avais besoin de parler à quelqu'un, » dit-il, sa voix presque désolée. « Quelqu'un qui n'était pas impliqué dans tout ça. Je ne voulais pas te blesser, mais je pense qu'il est juste que tu le saches. » Je hochai la tête, mon esprit s'emballant. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous? Pourrions-nous vraiment reconstruire notre mariage avec cette nouvelle complication qui planait au-dessus de nous? Mon histoire n'est pas encore terminée. Pensez à vous abonner à la chaîne. Merci, revenons à l'histoire. Alors que je restais là, luttant avec mes émotions, je réalisais que la situation était plus compliquée que je ne l'avais jamais imaginé. Et je savais que le chemin à venir n'allait pas être facile. Au fil des jours qui passèrent, mon mari et moi tentâmes de recoller les morceaux de notre vie. Ce n'était pas facile. Il y avait des moments où la douleur et la colère remontaient à la surface, menaçant de nous séparer à nouveau. Mais nous continuions à essayer, à nous accrocher à l'espoir que peut-être, juste peut-être, nous pourrions y arriver. Mais alors que nous travaillions sur notre mariage, quelque chose d'autre me préoccupait, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. C'était comme une pièce de puzzle qui ne s'ajustait pas, un doute persistant que je ne pouvais chasser. Et puis, un jour, tout devint clair. Je faisais du rangement dans le placard lorsque je tombais sur un vieil album photo, rangé sur l'étagère du haut. C'était un album du premier mariage de mon mari, rempli de photos d'une vie dont je n'avais entendu parler qu'en passant. Je m'assis par terre et commençai à feuilleter les pages,
curieuse d'en savoir plus sur l'homme que je pensais si bien connaître. Mais en arrivant à la fin de l'album, quelque chose attira mon attention. Une photographie, légèrement froissée, glissée entre les pages. Je la sortis et la regardai, mon cœur manquant un battement. C'était une photo de mon mari, beaucoup plus jeune, se tenant à côté d'une femme que je reconnus immédiatement, son ex-femme. Mais ce n'était pas cela qui me choqua. Non, c'était le garçon à côté d'eux, le garçon aux mêmes yeux sombres et à l'expression solennelle. Adrien. Je fixai la photo, mon esprit en ébullition. Cela ne pouvait pas être vrai. Adrien était le beau-fils de mon mari, pas son fils biologique. C'est ce qu'il m'avait toujours dit, ce que j'avais toujours cru. Mais en regardant la photographie, en voyant la ressemblance indéniable entre eux, une horrible réalisation commença à se former dans mon esprit. Je me précipitai en bas, la photo serrée dans ma main, et confrontai mon mari. Je lui montrai la photo, exigeant une explication. Il la fixa un long moment, le visage pâle, avant de finalement lever les yeux vers moi. « Je ne voulais pas que tu saches, » dit-il doucement. « Je pensais que ce serait plus facile si tu ne le savais pas. »« Plus facile, » répétai-je, la voix tremblante. « Tu m'as menti. Tu m'as laissé croire qu'Adrien était ton beau-fils, pas ton fils biologique. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça ?» Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Parce que j'avais honte. Honte de la façon dont les choses s'étaient terminées avec sa mère. Honte de la manière dont j'avais tout géré. Et quand je t'ai rencontré, je voulais repartir de zéro. Je ne voulais pas que mon passé se mette en travers. Je sentis une vague de nausée m'envahir, alors que la vérité s'enfonçait en moi. Adrien n'était pas seulement le beau-fils de mon mari. Il était son fils biologique, et j'avais couché avec lui. La pièce tourna autour de moi, et j'eus l'impression que j'allais vomir. Comment cela avait-il pu arriver? Comment avais-je pu être aussi aveugle? Mon mari tendit la main vers moi, mais je la repoussai, incapable de supporter son contact. « Ne me touche pas, » murmurai-je, la voix tremblante. « Ne me touche pas. » Je tournai les talons et m'éloignai, l'esprit tourmenté par un tourbillon d'émotions. Je me sentais trahi, dégoûté et surtout perdu. Tout ce que je pensais savoir avait été bouleversé et je ne savais pas comment avancer. Dans les jours qui suivirent, je luttais pour accepter tout ce qui s'était passé. Mon mariage était en lambeaux, mon sens de l'identité brisé. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus comment réconcilier les choix que j'avais faits avec la personne que je pensais être. Mais la vie ne s'arrête pas, même lorsque vous avez l'impression que votre monde s'effondre. Et peu à peu, douloureusement, je commençai à ramasser les morceaux. Mon mari et moi décidâmes de faire une pause, de nous donner l'espace nécessaire pour guérir. Il déménagea, et pour la première fois depuis des années, je me retrouvais seule. C'était terrifiant, mais aussi libérateur d'une certaine manière. J'avais passé tellement de temps à essayer de tout maintenir ensemble, à essayer d'être tout pour tout le monde, que j'avais perdu de vue qui j'étais. Dans le silence de ma maison vide, je commençais à affronter les choses dont je fuyais. La solitude, la culpabilité, la peur. Ce n'était pas facile, et il y avait des jours où je voulais abandonner, où je voulais m'enfermer dans mon lit et ne plus jamais en sortir. Mais je ne le fis pas. Je continuais à avancer, un jour à la fois. Je commençais à voir un thérapeute, quelqu'un qui pouvait m'aider à démêler le fouillis d'émotions à l'intérieur de moi. C'était un travail difficile, douloureux, mais peu à peu, je commençais à comprendre pourquoi j'avais fait les choix que j'avais faits. Je commençais à me pardonner. Mon mari et moi restâmes en contact, bien que nos conversations soient hésitantes, prudentes. Nous étions tous les deux blessés, tous les deux essayant de découvrir qui nous étions sans l'autre. Mais il y avait une partie de moi qui l'aimait encore, qui espérait encore que nous pourrions retrouver notre chemin. Quant à Adrien, je ne le revis jamais. Il quitta la ville peu de temps après que tout fut révélé,
et j'entendis par des connaissances qu'il essayait de repartir à zéro ailleurs. Je lui souhaitais bonne chance, mais je savais que notre chapitre était clos. Quelle que soit la connexion que nous avions partagée, quel que soit le réconfort que nous avions trouvé l'un dans l'autre, c'était fini. Les mois passèrent, et peu à peu, je commençais à reconstruire ma vie. Je trouvais de nouveaux passe-temps, renouais avec de vieux amis, et commençais à redécouvrir la personne que j'avais été avant que tout ne s'effondre. Ce n'était pas facile, et il y avait encore des jours où le poids de ce qui s'était passé menaçait de m'écraser. Mais je continuais, parce que je savais que je devais le faire. Finalement, mon mari et moi décidâmes de nous rencontrer pour un café. C'était maladroit au début, tous les deux incertains de quoi dire, comment agir. Mais alors que nous parlions, alors que nous partagions nos expériences des derniers mois, quelque chose changea. Nous n'étions plus les mêmes personnes qu'avant, mais il y avait toujours un lien, toujours quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Nous décidâmes de prendre les choses lentement, de voir si nous pouvions reconstruire ce que nous avions perdu. Ce ne serait pas facile, et il n'y avait aucune garantie. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleine d'espoir. Reconstruire notre mariage fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Il y eut des jours où cela semblait impossible, où la douleur et la trahison semblaient trop lourdes à surmonter. Mais nous continuâmes à essayer, à parler, à faire des efforts. Nous allâmes en thérapie de couple, quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, mais cela nous a aidés. Cela nous a donné un espace pour être honnêtes, pour confronter les choses que nous avions évitées pendant si longtemps. Ce n'était pas toujours joli, et il y eut des moments où je me demandais si cela en valait la peine. Mais peu à peu, douloureusement, nous avons commencé à guérir. Il ne s'agissait pas seulement de nous pardonner mutuellement, il s'agissait aussi de nous pardonner à nous-mêmes. Nous avions tous les deux fait des erreurs, nous nous étions tous les deux blessés de manière apparemment impardonnable. Mais nous avions aussi partagé tant de choses, construit une vie ensemble, et cela valait la peine de se battre. Au fil des mois, nous commençâmes à retrouver notre chemin l'un vers l'autre. Ce n'était pas la même chose qu'avant. Il y avait des cicatrices qui ne guériraient jamais. Complètement. Des blessures qui resteraient toujours là. Mais il y avait aussi une nouvelle compréhension, une connexion plus profonde née du fait d'avoir survécu ensemble à la tempête. Nous apprîmes à communiquer d'une manière que nous n'avions jamais faite auparavant, à être honnêtes l'un envers l'autre au sujet de nos besoins et de nos peurs. Ce n'était pas facile, et il y eut des moments où nous trébuchâmes, où de vieilles blessures se rouvraient et menaçaient de nous séparer à nouveau. Mais nous continuâmes à avancer, à nous battre, parce que nous savions que ce que nous avions valait la peine. En fin de compte, nous sortîmes plus forts. Notre mariage n'était pas parfait, mais il était réel, et il était le nôtre. Nous avions traversé l'enfer et en étions revenus, mais nous avions survécu. Et dans cette survie, nous trouvâmes une nouvelle forme d'amour, plus profonde et plus résiliente que tout ce que nous avions connu auparavant. Alors que je m'assois ici maintenant, en repensant à tout ce qui s'est passé, je réalise que notre histoire n'est pas terminée. Nous l'écrivons encore, chaque jour, ensemble. Et bien qu'il reste encore des défis à venir, je sais que nous pourrons les affronter parce que nous avons déjà affronté le pire et en sommes sortis de l'autre côté. L'amour n'est pas toujours facile, et parfois il fait plus mal que ce que l'on peut supporter. Mais cela vaut la peine de se battre, de s'accrocher, même lorsque tout semble perdu. Et alors que nous avançons, main dans la main, je sais que nous sommes prêts à affronter ce qui vient, ensemble.